dernièrement, je parlais de l'empathie, puis que souvent, on va dire que l'empathie, c'est de comprendre l'autre. OK. Puis moi, je trouve que l'empathie, c'est de découvrir l'autre parce que même se comprendre soi-même, ça prend toute une vie. Ouais. Donc, Ouais. pour moi, qui est Benoît, honnêtement, je suis encore en train de me découvrir. C'est ça la vérité. Mais tu sais que je m'attendais à cette réponse-là un peu. Hein? Mais c'est vrai, OK. c'est vrai, faut pas simplifier les choses, on est complexe. Et se découvrir soi-même aussi, c'est quand même... Parce qu'il faut aller dans nos noirceurs, dans nos beautés. Est-ce que tu penses que l'intelligence émotionnelle a changé ou évolué ou diminué depuis les 5 dernières années? Puis quand je parle de 5 dernières années, à cause de la pandémie, est-ce que c'est quelque chose qu'on a perdu avec la pandémie, le fait qu'on soit isolé? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, C'est sûr, on va parler de premièrement, certaines il faut choses quand même comme se ça. poser la question. Ça, c'est Daniel Goleman en 95 qui publie un livre et là, tout le monde tombe en amour avec l'intelligence émotionnelle. Mais moi, tu me verras jamais parler d'intelligence émotionnelle comme tu l'évoques. Et l'effet jet bleu, tu aurais pu réagir en disant « Chérie d'amour, sac-moi à paix avec ton jet bleu, je travaille. » Et ça, c'est de faire ça au Bid for Connection. Maintenant, moi, quand j'ai découvert que le Bid for Connection, le problème, c'est pas d'en manquer une fois, mais de tous les manquer. Parce que l'analogie que j'utilise, c'est un petit peu comme l'épargne. OK. Faut pas que tu aies un peu. Un peu. Mais moi, c'est tout ce que ça m'a interpellé, le Bid for Connection. Pas avec ma femme, je suis assez bon. Avec mes enfants. Bonjour à tous, Steven Sarrazin pour l'émission, votre podcast favori, personne n'en parle. Donc, on a pris quelques semaines de congé pour la période d'été. Je sais que tout le monde, plusieurs personnes d'entre vous étaient en vacances. Donc, le retour, un retour en force avec une personne, un invité, je ne sais pas comment trop le présenter. La seule chose que je peux vous dire, la façon qu'on s'est connus, je ne sais pas s'il s'en rappelle, c'est un petit peu hors de l'ordinaire. Lors de la pandémie, c'est sûr, on travaillait, tout le monde est confiné à la maison. Moi, bon, j'aime ça, développement personnel. J'ai pris un cours au HEC, tout ce qui est un cours sur le leadership, et puis c'était un de mes enseignants. Donc, devinez c'est qui? C'est M. Benoît Chalifoux. Donc, Benoît, bienvenue. Je suis content que tu as pris le temps d'accepter mon invitation à Personne n'en parle. Donc, je vais te laisser te présenter, mais avant, juste savoir, est-ce que tu te rappelles? Non, pas en tout. Puis d'ailleurs, probablement que j'ai été invité d'une personne parce que, comme chargé de cours, j'ai plutôt enseigné à l'ESJ, mais j'ai fait beaucoup d'interventions micro au HEC avec d'autres amis qui étaient profs. Fait que aucune, je m'en rappelle pas. C'était en virtuel? Oui, c'était en virtuel. Moi, je m'appelle comme si c'était hier parce que c'est ça, moi, quand je suis en cours, même à l'école quand j'étais plus jeune, je prenais de la place. Même côté virtuel, je me rappelle, à un moment donné, tu m'as laissé un message, tu m'as dit « Ah, Steven, tu m'appelleras à tel numéro, on ira prendre un café. » Puis moi, je me suis dit, j'ai trouvé ça bizarre. Puis on s'est contacté, tu m'as invité chez toi, j'ai été chez toi, on a pris un café. Depuis ce temps-là, ça a cliqué. Puis je me suis dit « Ah, OK, cette personne-là, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut garder dans mon réseau. » Oh, wow. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup lorsque, par exemple, il y a quelqu'un qui m'interpelle avec quelque chose ou vraiment, je trouve ça riche ce qu'il y a à partager. OK. Ben, je vais dans l'intuition puis je lance une perche à l'eau, allons prendre un café. Puis des fois, ça peut prendre très longtemps avant de se voir parce que nos agendas sont compliqués, mais ça vaut toujours la peine. Donc, je trouve que c'est important de lancer ces perches-là. C'est d'ailleurs la raison pourquoi on est ensemble aujourd'hui. Parfait. Donc, moi, je sais qui tu es, un auteur, un conférencier, chargé de cours, comme tu l'as mentionné tantôt, père de famille, époux. Donc, si tu peux, en quelques minutes, nous résumer qui est Benoît, juste pour que notre auditoire puisse savoir qui est Benoît. Tu sais, c'est sûr, moi, on va en discuter tantôt lors de notre conversation, mais je te laisse le... Écoute, dernièrement, je parlais de l'empathie, puis que souvent, on va dire que l'empathie, c'est de comprendre l'autre. OK. Puis moi, je trouve que l'empathie, c'est de découvrir l'autre parce que même se comprendre soi-même, ça prend toute une vie. Ouais. Donc, pour moi, qui est Benoît, honnêtement, je suis encore en train de me découvrir. C'est ça la vérité. Mais tu sais que je m'attendais à cette réponse-là un peu. Hein? mais c'est vrai, c'est vrai, faut pas simplifier les choses, on est complexe. Et se découvrir soi-même aussi, c'est quand même... Parce qu'il faut aller dans nos noirceurs, dans nos beautés, toutes nos couleurs. Mais j'ai envie de dire que... Profondément, moi, j'aime l'humain. Je suis hyper curieux.
et que mon socle de curiosité favori, c'est en famille, avec mes enfants, avec ma douce moitié. Et que tout ce qui est associé à l'humain va vraiment me plaire. Donc, Benoît est vraiment collé sur l'humain plus que jamais, surtout avec les tensions que l'intelligence artificielle amène, les enjeux. Et oui, j'ai trouvé comme outil la conférence, l'enseignement, parce que je me suis dit quoi de mieux que d'être payé pour partager. Ça te pousse à être curieux puis de toujours découvrir davantage, parce que quand tu présentes, tu as une responsabilité d'être à jour. Donc, puis à chaque jour, j'expérimente par chacune micro-interaction que je peux avoir dans mon quotidien. Pour moi, c'est un laboratoire où je teste ce que la science évoque. Par exemple, une de mes grandes préoccupations que j'essaie de mettre de l'avant, c'est que l'être humain est prêt à aller beaucoup plus en profondeur et ça beaucoup plus vite qu'on le pense avec un inconnu. Et donc, je l'expérimente à tous les jours. Ça, c'est un bon point. Ouais, puis par exemple, ça, c'est un exemple qui me vient en tête en voulant dire que j'aime explorer et valider ce que je lis par les recherches, etc., dans mon quotidien. OK. Wow. Mais le point que tu viens de soulever, l'humain est plus à l'aise avec un inconnu. D'après tes expériences, pourquoi ça? Plusieurs raisons. Toutes sortes de... Peur du jugement? Non, en fait, les gens sont plus à l'aise qu'on le pense. Par contre, on y va pas parce qu'on a peur du jugement. Il y a une émotion qui s'appelle la honte, qui s'infiltre un peu comme une fuite d'eau. Elle est très mesquine. Et si tu n'as pas une estime de soi fort, tu as la peur du jugement, le regard de l'autre. Et donc, on n'ose pas faire ce que nos enfants osent sans modération. Aller à la rencontre de l'autre, poser des questions qui sont dans ta tête, mais que tu n'oses pas. Les enfants, ils vont sans pudeur. Et ils ouvrent les voies à la découverte. Et je pense qu'on devrait continuer de le faire et d'aller à la rencontre de l'autre parce que les gens, là, plus que jamais, sont isolés. Juste au Québec, je lisais un papier qui disait que l'isolement a triplé dans les 10 dernières années et que l'isolement, c'est comme fumer 20 cigarettes par jour. Ça tue, littéralement, le contexte anxiogène. Qu'est-ce qui crée ça, les 10 dernières années? Bien, évidemment, la COVID a accéléré ça. Les réseaux sociaux. On est connecté aux 5000 amis sur Facebook, TikTok ou je ne sais trop quoi, mais on n'est plus connecté véritablement avec l'autre. Donc, ça devient des enjeux cruciaux. Et donc, mon sujet, qui, il y a 15-20 ans, j'évoquais aujourd'hui, est vraiment démocratisé. Pour les personnes qui te connaissent, qui te suivent, l'intelligence émotionnelle, ça, c'est comme ton dicton, c'est ce qui te suit. Est-ce que tu penses que l'intelligence émotionnelle a changé ou évolué ou diminué depuis les 5 dernières années? Puis quand je parle de 5 dernières années, à cause de la pandémie, est-ce que c'est quelque chose qu'on a perdu avec la pandémie, le fait qu'on soit isolé? Qu'est-ce que tu penses de ça? Premièrement, il faut quand même se poser la question. Ça, c'est Daniel Goleman, en 1995, qui publie un livre. Et là, tout le monde tombe en amour avec l'intelligence émotionnelle. Mais moi, tu me verras jamais parler d'intelligence émotionnelle comme tu l'évoques. Les gens m'associent comme ça. Mais moi, j'aime mieux parler d'habileté relationnelle, de soft skills. Je suis un peu plus en vigie parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont démontré que finalement, est-ce que c'est vraiment une forme d'intelligence réelle, l'intelligence émotionnelle? Il y a des débats, je ne veux pas rentrer là-dedans. Fait que moi, je suis un peu plus en sécurité, puis je parle d'habileté relationnelle. C'est d'ailleurs mon titre de livre, L'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles. Les soft skills. Et mon éditeur avait dit à l'époque, l'incroyable pouvoir de l'intelligence émotionnelle. Je dis, je me sens imposteur, puis je suis pas sûr que... Alors qu'habileté relationnelle, ça, on peut les développer. Pour moi, je me sentais plus confortable. Fait que je veux juste faire... moi, tout ce qui est en lien avec l'humain, la complexité de l'humain, la variété de ses émotions, notre capacité à entrer en relation avec l'autre, à entrer en relation avec soi. Donc, je pense que dans les 5 dernières années, ça s'est accentué parce que, il y a beaucoup de générations qui ont malheureusement été confrontées à la COVID au pire moment de leur vie. Moi, je trouve que les gens en secondaire 4, 5, collège 1, 2, 3, là, s'il y a des gens qui ont des enfants de cette génération-là ou de ces générations, c'est un moment épouvantable pour avoir été coupé du monde.
Et donc, aujourd'hui, ces gens-là sont sur le marché du travail au départ de leur carrière et ils n'ont pas appris à entrer en relation à l'autre ou ils ont désappris avec le contexte. Et je vais t'avouer, là, j'ai été vraiment un peu époustouflé, mais en même temps, ça fait du sens. Dernièrement, je lisais un papier que c'est pas juste les jeunes ados qui ont un problème de connectivité à l'autre. Mm-hmm. Il y a aussi les personnes qui sont à la retraite. Parce que les gens à la retraite, il y a un fléau qui règne aujourd'hui, qui sont tous sur leurs réseaux sociaux, isolés. Parce que quand tu embarques là-dedans, la dopamine, elle est produite, puis t'en veux plus, puis t'en veux plus. Puis eux ont du temps. Fait que si tu te laisses prendre par ça, t'es pris là-dedans aussi. Fait que ça va vraiment, là, aujourd'hui, je pense, c'est un fléau, c'est hyper dangereux, puis on ne sait pas jusqu'à où ça va aller. OK. Moi, j'ai une opinion personnelle par rapport à ça. Est-ce que c'est un problème qui était déjà là pour certaines personnes, puis ça a juste accentué avec la pandémie? Parce qu'en peu de temps, est-ce que c'est possible que quelqu'un soit déprogrammé à ce point-là? Tu sais, quelqu'un, on donne un exemple, les personnes, comme tu as mentionné, les personnes retraitées ou un jeune ado qui est en secondaire 4-5, qui rentre au cégep, université, en quelques années, soit déprogrammé à ce point-là. Est-ce que c'est un problème qui était là, puis qui a accentué? Je donne un exemple. Durant la pandémie, il y a eu beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, parce qu'il y a plusieurs personnes... Bon, 24 heures sur 24 avec la même personne. La même personne. Ouais. Il y a du monde que ça a juste rapproché. Mais est-ce que c'est un problème? Les personnes qui ont divorcé, est-ce que c'est un problème qu'ils avaient déjà, qui n'était pas résolu? Puis le fait d'être 24 heures sur 24, il n'y a aucune communication, là, ça explose. Moi, Steven, un de mes mots préférés, c'est nuance. Là. Fait que c'est rare que je vais avoir des réponses claires. Oh non, je ne m'attends pas à une réponse claire. Mais comme je te dis, c'est ton opinion. Comme mon opinion, c'est que déprogrammer un cerveau, ça ne prend pas 5 années, ça prend quelques jours. Je te laisse sur TikTok quelques jours. Et tu vas voir l'effet que ça a. Hein. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas de TikTok. J'ai horreur de ça parce que je sais qu'est-ce que ça peut créer comme dépendance. Donc, pour moi, court-circuiter le cerveau avec les connexions neuronales, là, ça va très vite. Donc, pas besoin... Là, c'est juste que le contexte, tout le monde l'a vécu au même moment. Et ça a été des moments quand même... c'est pour ça que j'aime parler de cet exemple-là, parce que tout le monde peut relate, comme on dit. Mais... Je pense simplement que le contexte est plus favorable à la déconnexion de l'autre. Okay. Et là, avec l'arrivée du télétravail massif... Ah oui. et aussi, il faut le dire, l'être humain est paresseux. Moi, le premier, tout le monde. Et donc, c'est facile de rester... Toi, le premier? Bien, c'est-à-dire que oui, je suis paresseux. On n'a pas la même définition. Bien, c'est-à-dire que je cherche des raccourcis pour optimiser. Donc, on est paresseux. Fait que quand on sait ça, faut être en vigie. Donc, je suis paresseux, mais je suis en vigie et j'ai conscience. Donc, les gens qui tombent dans toutes ces choses-là, c'est souvent les gens qui ne sont pas malheureusement en conscience ou en connaissance. Donc, tu tombes là-dedans sans le savoir. OK, je comprends. OK. Ça change un peu mon opinion, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis tantôt, on a mentionné, je t'écoutais parler, tu étais une petite réunion, puis tu expliquais à la personne que ta femme, des fois, elle dit que, je pense que j'ai bien compris que t'es compliqué à vivre ou difficile. Non, dis pas ça. Non. Elle va m'écouter. J'ai toujours essayé de... Parce que souvent, on me demande, là, qui tu es, machin. J'aurais pu utiliser ça tout à l'heure. Oui. Mais elle me dit, Benoît, c'est la personne la plus simple que je connaisse. Mais vivre avec lui, c'est compliqué. OK, c'est ça. En voulant dire, parce que j'accepte toutes sortes de projets, parce que je suis emballé par me dépasser. Okay. Donc oui, je suis paresseux, mais j'ai envie de me dépasser. Mais c'est ça, je voulais savoir, parce qu'on voit tes clients, quand tu fais des conférences, on voit la machine, on voit le Benoît, les étudiants, on voit le Benoît, mais en arrière de ça, quand tu rentres à la maison, c'est qui est Benoît? Comment est Benoît? Écoute, sincèrement, là, c'est la même affaire. Okay. Tu m'as vu avec ton collègue David être hyper curieux, puis prendre un livre. Je suis sûr que c'est la première fois qu'un de tes invités prend un livre, probablement. Oui, c'est la première fois. Ben oui, mais je suis comme ça dans la vie, en fait. Je ferais pas... Puis j'ai vu... Je veux dire,
je pourrais me parquer avec lui et parler pendant... Mon point, c'est que je suis pas capable de faire autre chose qu'être moi-même. Là. J'ai beaucoup de difficultés. Fait que qui est Benoît? C'est quelqu'un que si tu me demandes, si ma femme me demande d'aller chercher une boîte de céréales ou une pinte de lait, elle sait très bien qu'il va revenir dans 1 heure et demie. Parce que ça se peut que je côtoie une personne à l'épicerie, que je crée un lien, ou que je vois une personne qui est peut-être qui a une certaine difficulté, qui s'apprête à marcher, puis que je l'embarque, puis que je l'amène à destination, puis que mes enfants disent « Ah non, pas encore », puis je crée un lien avec, puis qu'on jase, puis qu'on m'invite pour prendre le café. 1 heure et demie après, j'ai la pinte de lait, elle est un peu chaude. Oui. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, j'adore savourer l'humain et j'adore... être dans la spontanéité. C'est pour ça que j'accepte toujours aussi ces invitations parce que ça me fait réfléchir autrement sur moi-même, la beauté de tes questions. Je sais pas qu'est-ce que tu vas me réserver, puis ça me fait réfléchir. J'ai un souvenir, tu m'as fait rappeler quelque chose. Il y a, je pense, environ 2 ou 3 ans, j'ai organisé une retraite avec des entrepreneurs avec qui je travaille. On était dans le coin de Tremblant. Puis un dimanche matin, tu étais venu, tu étais le conférencier final. Puis, je me rappelle, tu nous as dit, regarde, c'est 1 heure de temps. Puis, je pense que tu avais dit à ta douce, appelle-moi à midi pile, parce que sinon, si elle ne m'appelle pas, Steven, je dérape. Je pense que tu avais l'après-midi consacré pour la famille. Oui. Puis si elle n'appelle pas, là, tu vas... Mais je pense qu'on a tardé. Hein? Oui, on a tardé. Mais pas trop longtemps. Pas trop. Je veux pas qu'elle mette une image à la personne. Mais se connaître. Hein? C'est se connaître. Reconnaître ses points de vigilance. Puis moi, par exemple, si vraiment quelque chose, je me mets une alarme. Donc, ça va sonner. Parce que sinon, je vais manquer à la réunion, à la rencontre. T'sais. Fait que, Donc, tu es un passionné. Ah oui. Mais passionné de choses très particulières. Là, par exemple, on parlait tantôt de l'astronomie. Ça m'a toujours fasciné. L'humanité, la complexité de qui je suis. Puis après ça, la complexité des gens qui m'entourent. C'est extraordinaire. Puis, tu sais, j'écoute parler aussi, les conférences que tu fais, c'est plus en entreprise ou... Oui, en fait, j'aimerais ça que ça soit dans n'importe quel cadre, mais à un moment donné, il y a une place limitée. Puis il faut... Tu sais, quand je parle de la notion de paresseux, en entreprise, tu te fais embaucher et tu n'organises rien. Ils organisent la location de salle comme tu l'as entendu. Les participants sont convoqués par eux. On me paye... Je veux dire, je n'ai pas besoin de collecter n'importe... Alors que si je ferais ça dans un cadre où j'invite des gens à la pièce... Mais là, il faudrait que j'organise tout ça. C'est d'ailleurs là où j'étais ce matin, dans une communauté d'une personne qui organise ça. Tu comment c'est du temps et de l'énergie. Fait que ça, c'est un beau... Tu vois? Fait que j'aimerais ça le faire pour le grand public, mais j'ai pas assez de temps dans une journée. Puis le bouche-à-oreille fait bien les choses. Et donc, c'est plutôt en entreprise, dans n'importe quelle organisation. Hein. Par exemple, la semaine dernière, j'étais le lundi avec des plombiers, le mardi avec des associés dans un cabinet d'avocats, dans la construction le lendemain. Je veux dire... Les habiletés relationnelles, la confiance. Ça reste. Ça n'a pas un domaine en particulier. C'est universel. C'est ça, c'est l'humain. Même des programmeurs, plus que jamais aujourd'hui. Oui, j'imagine. Parce que leur métier va disparaître. Oui. Ils vont faire autre chose. Dernière fois, tu as eu affaire avec des programmeurs, ça date de quand? Récemment? Il y a 2 semaines. 2 semaines. Est-ce que le défi... Non, hier. Ah, bon. Hier. Quand je parle de défi, est-ce que capter ces professionnels-là, c'est plus compliqué, exemple, que des chefs d'entreprise? Moi, je pense que c'est compliqué si tu ne t'adaptes pas, si tu ne prends pas le temps de te préparer. C'est sûr que quand tu es dans un public avec des gens en ressources humaines, si je stéréotype un peu, ils sont déjà, entre guillemets, gagnés d'avance. Ils ont une volonté, c'est leur cœur de métier. Donc, il faut que tu saches aller les rejoindre d'une certaine manière. Tu sais, par exemple, un stéréotype qu'on peut avoir, c'est penser que les personnes en construction, dans ce domaine-là, vont être moins interpellées, puis ils vont être comme ça, puis bougonneux. Oui, il y en a quelques-uns, mais tu sais quoi? Tu t'ouvres avec ton cœur, avec ces gens-là, c'est les personnes les plus agréables que j'ai eues dans ma vie. Oui. Fait que, tu sais, il faut juste se préparer, puis il faut se mettre à la hauteur pour être à la hauteur. Et c'est ça qu'on fait avec nos enfants, non? Moi, j'en ai 2, puis les 2 sont pas pareils. Time up. Quoi? On recule un peu en arrière. Il faut être à la hauteur pour se mettre à la hauteur. Oui, il faut être à la hauteur. En fait, il faut se mettre à la hauteur pour être à la hauteur. Pour moi, c'est clair. C'est puissant ce que c'est sorti comme ça, mais c'est puissant ce que tu viens de dire. Ben oui, avec ton client. Pense à tes clients. Ouais. Est-ce que tu es d'accord dans ton domaine que rapidement, tu peux tester la température de connaissance? Puis tu peux, par exemple, si tu viens à ma maison que je veux acheter, là, moi, là, je vais vouloir savoir tes enfants si ça. La confiance est gagnée. Fait explique-moi pas le micro-détail de ci, de ça.
Tu comprends? Oui. Intéresse-toi à ma famille puis le côté humain versus un autre là, qui va te demander des micro-détails. Fait que là, tu connais la température puis tu t'ajustes et tu te mets à sa hauteur pour être à la hauteur. Eh bien, c'est ça qu'on devrait faire si on est médecin, si on est avocat, peu importe ce qu'on fait. Et rapidement, on peut tester la température de l'expertise, la température de qui elle est pour pouvoir mieux l'accompagner, mieux la servir. Bon. On dirait que je viens d'apprendre à te connaître. Ben, en tout cas. Non, c'est ce que j'aime. Chaque fois que j'ai une discussion avec toi, on dirait, je suis comme, wow. Ben, tu sais, il y a une psychologue que j'aime beaucoup au Québec, Rosemary Charest, elle s'appelle, vraiment géniale. Elle a dit, apprendre à communiquer, c'est d'abord et avant tout être curieux de l'autre. Et donc, plus que tu es curieux de l'autre, plus que tu peux le découvrir et mieux l'accompagner. T'as combien d'enfants déjà? 4. 4. Bon, moi, Encore- j'en ai... encore des cheveux. Incroyable. Pas beaucoup, mais j'en ai. Oui. T'es mon modèle. Mais tu as bien compris que tu ne communiques pas de la même manière avec eux. Non, pas du tout. Non. 4, c'est 4 différents. 4 talents, plein de talents, des angles morts, des points de vigilance, des rythmes de vitesse différents. Oui. Et puis, c'est un travail perpétuel. Oui. Moi, aujourd'hui, je pense que je commence à être bon avec ma douce moitié. Ça m'a pris 10 ans. Parce qu'avant, mon optimiste lunette rose, ça faisait pas l'affaire. Et je lui donnais pas de l'espace quand on en avait besoin. Et je pensais qu'elle était en beau fusil. On va dire un autre mot. Puis aujourd'hui, ça va tellement mieux parce que j'ai compris qu'elle a juste besoin de ces moments-là que moi, j'ai pas besoin. Et donc, se mettre à la hauteur pour être à la hauteur, c'est aussi respecter l'intimité et toutes les choses qu'on prend pour acquis parce qu'on prend nos lunettes dans le fond. Fait que voilà. Se mettre à la hauteur pour être... Tu devrais faire de la thérapie de couple aussi. Écoute, moi, un de mes chercheurs préférés, c'est un couple. Okay? Je suis plein de chercheurs, je suis abonné à plein de... Puis il s'appelle John et Julie Gottman. OK? John Gottman, c'est un actuaire quand il avait 20 ans, tombe en amour avec Julie Gottman, qui est thérapeute de couple déjà. Puis elle dit, par ta sensibilité puis ta capacité à compiler les données, tu devrais être étudié là-dedans. Il étudie là-dedans, puis 40 ans plus tard, peut-être même 50 ans maintenant, ce sont les plus grands experts en thérapie de couple au monde. Et donc, je suis beaucoup leurs travaux, puis je suis assez capable de dire que je serais très mauvais. parce que finalement, leur grande capacité, c'est de donner beaucoup de l'espace au couple puis de ne pas te mettre dans le couple pour trouver des pistes de solutions. Tu facilites. Puis moi, j'aurais trop tendance à vouloir prendre... À offrir des pistes de solutions. Mais ce couple-là m'a beaucoup amené dans la compréhension de l'humain. Ils ont dit, par exemple, si ça t'intéresse, que en fait, eux, à Seattle, ils ont un laboratoire. Tu rentres là avec ton partenaire amoureux pendant une demi-journée. C'est pas des farces, là, c'est filmé et tout ça. Dans 95% des cas, ils savent si ton couple va durer ou pas. En d'autres termes, leur prédiction s'avère dans 95% des cas bonne. Je ne sais pas pour toi, Steven, mais moi, personnellement, je préfère pas y aller. mais j'aimerais donc savoir c'est quoi les pièges à éviter. Puis ils partagent 4 pièges qui m'ont beaucoup interpellé parce que c'est les mêmes pièges un peu partout dans nos sphères quotidiennes, à commencer par la maison. Veux-tu les savoir, les 4 pièges? Oui, je veux savoir. C'est ma prochaine question. Alors, celui qui tue le pire, c'est ce qu'on appelle le contempt. C'est quand on regarde quelqu'un de haut puis qu'on y manque de respect. Là, ton couple est vraiment foutu. Ils avaient détecté un signe qui n'est pas toujours égal, mais nuancer mes propos, là. Mais, tu sais, quand tu roules les yeux envers ton partenaire amoureux en voulant dire « t'es bien épais », ça, c'est contempt. C'est un piège extrêmement délicat. L'autre... Puis j'imagine, contrairement, ça ne m'arrive pas, mais ça doit arriver souvent. Bien, c'est-à-dire que ça, pour eux, c'est dans leur... leur expérience. Dans leur recherche empirique, parce qu'ils ont collecté plein de données. C'est ça qui est capoté de leur affaire. Ils ont démontré que c'est le piège le plus délicat et le plus évident, qui amène un indicateur que ton couple est en péril. Là. L'autre, qui est très commun, tu vas te retrouver, David, moi, on va se retrouver, c'est defensiveness. Defensiveness, c'est au lieu d'accueillir l'opinion de ton partenaire, tu te mets sur la mode défensive. Right? Et ça, c'est vrai dans n'importe quelle interaction professionnelle aussi. Donc,
c'est pas nécessairement foutu pour ton couple, bien sûr, mais il faudrait juste être en vigie puis d'être capable d'accueillir le point de vue de l'autre au lieu d'être à la défensive. Un autre qui est très documenté, le troisième, c'est stonewalling. Ma femme, elle le fait souvent. J'espère qu'elle va écouter ça. Le stonewalling, c'est quoi? C'est que tu es au milieu d'un argument, puis la personne sac son camp. Elle te met un mur. OK. Tu comprends? Oui. Et c'est frustrant parce que tu étais au cœur de quelque chose d'important, mais les émotions sont trop fortes, puis c'est correct, tu sais, mais juste être vigilant. Mais celui qui est le plus subtil et qui s'invite à la danse et qui est très important de comprendre, c'est celui qu'on appelle « the bid for connection ». Eux, ils l'appellent l'effet jet bleu. C'est très subtil. Et c'est correct si on en manque des effets jet bleus. Le problème, c'est si tu manques tout dans ton couple et ton couple, il n'y a plus d'âme. Alors, c'est quoi un effet jet bleu? Ils ont utilisé cette analogie parce qu'ils trouvaient que ça arrivait souvent. C'est comme si tu es en train de faire quelque chose qui t'épanouit beaucoup et tu dis à ta douce, ben écoute chérie, pour la prochaine heure, dérange-moi pas. Je suis vraiment dans quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Donc, tu lui dis, pas de problème. Hein? Elle te dit, pas de problème. Mais tout d'un coup, elle passe par la cuisine où tu travailles et elle voit par la baie vitrée un jet bleu comme elle n'en a jamais vu. C'est une analogie, hein? Ouais. Et donc, elle t'interpelle puis elle dit, chérie, Steven. Je ne sais pas comment elle t'appelle, hein, mais... et elle te dit, regarde le beau jet bleu. Ça, c'est une demande de connexion. Même si tu étais très concentré, les couples qui ont habituellement une belle relation cordiale, tu vas arrêter un instant puis tu vas porter ton attention. Tu comprends qu'un bid for connection, l'effet jet bleu, c'est n'importe quelle chose que la personne te tend. Pour capter ton attention. Et une demande de connexion. Le problème, c'est que ce qui est important pour elle ne l'est pas nécessairement pour toi. Fait que si tu n'es pas capable d'enlever tes lunettes, tu vas faire ça au bid for connection. Tu sais, l'effet jet bleu, tu aurais pu réagir en disant « Chérie d'amour, sac-moi à paix avec ton jet bleu, je travaille. » Et ça, c'est de faire ça au bid for connection. Maintenant, moi, quand j'ai découvert que le bid for connection, le problème, c'est pas d'en manquer une fois, mais de tous les manquer. Parce que l'analogie que j'utilise, c'est un petit peu comme l'épargne. OK. Faut pas que tu aies un peu. Mais moi, c'est tout ce que ça m'a interpellé, le bid for connection. Pas avec ma femme, je suis assez bon. Avec mes enfants. Parce que les enfants de 7 et 10 ans, là, les demandes de connexion sont souvent insignifiantes de ma perspective. Je suis au milieu d'un courriel important, sur mon téléphone, et papa. Et aujourd'hui, j'ai appris à m'arrêter et à prendre la connexion où, Martin, ça semble vraiment important ce que tu veux me dire, là. Attends juste un instant, papa envoie le courriel, puis je t'attoie. Et donc, ça fait pas... Juste le communiquer d'une façon... Ben, acknowledge. Je ne sais pas comment on le dit en français, acknowledge, mais... je comprends. C'est vraiment la communication. C'est comment tu le verbalises, tu le reçois, puis tu le donnes. Et puis l'enfant, lui, il ne se sent pas, ou l'enfant ou ta douce, il ne se sent pas délaissé. La personne voit que tu as pris une pause de ce que tu faisais pour ensuite répondre à son besoin. Et en entreprise, le bid for connection, sais-tu comment je l'appelle? Comment? Une porte coulissante. Okay. C'est-à-dire n'importe quelle information qu'une personne te transmet qui n'a rien à voir avec ton offre de service ou ce que vous discutiez. Mais il t'en parle. Pourquoi tu penses? Bid for connection. Les gens ont envie que tu connectes avec parce que sinon, ils ne t'en parleraient pas. Mais le problème, c'est que si tu es entrepreneur et tu écoutes ce podcast ou n'importe quoi que tu fais dans la vie, le problème, c'est que tu es tellement focus sur ton produit ou ton service que tu n'es pas capable de voir toutes ces belles portes coulissantes. C'est comme si tu as un client qui te parle d'un grave problème qu'il a au travail puis qui a besoin de telle ou telle chose. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Mais tu sais quoi? Tu écoutes, puis dans ta tête, tu as quelqu'un qui pourrait résoudre son problème. Et tu prends la bid for connection, puis tu lui dis « Hey, en passant, je sais que c'est pas mon travail, là, mais je veux te dire, j'ai quelqu'un en tête, je pourrais te mettre en lien. » Puis tu appelles cette personne, puis tu les mets en lien. Okay. Je peux-tu dire qu'il va parler de tes services comme si sa vie en dépendait? Oui. Puis c'est drôle que tu parles de ça. Ça m'est déjà arrivé. J'avais un employé, puis souvent, je vais être honnête, j'ai jamais vu ces signaux-là. Puis à un moment donné, j'ai comme mis, j'ai un livre que je lis à chaque matin, une page par rapport au leadership. Puis à un moment donné, il y a une journée, ça disait de connecter avec un de tes employés. Puis je ne sais pas pourquoi, cet employé-là, j'ai appelé pour voir s'il voulait aller prendre un café. J'ai été prendre un café. Je pense que ça a duré 3 heures. J'ai parlé 2 minutes, les 2 premières minutes.
125 prochaines minutes, c'est lui qui parlait, qui se vidait. Des problèmes qu'il avait personnels, tout ça. Et puis, même moi, tu sais, je suis un gars très... tu sais, je suis en affaires, donc la performance, s'il faut faire telle chose. Là, j'étais dans mon auto, j'ai dit, waouh, je remercie mon Dieu d'avoir fait ça. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Ben, il y a eu un avant et un après. Oui. Ouais. Parce que tout ce que je faisais avec l'employé, pas que ça marchait pas, mais d'un coup que je l'ai écouté, je pense que c'était Ben, t'as pris le Bid for Connection. ouais, c'est ça. C'était le Crosby. Ben, veux-tu qu'on se pratique? On va se pratiquer un instant. Tu veux y aller? OK. Je vais te donner un exemple très concret qui m'est arrivé il y a un mois. Il est séduisant. Rappelle-toi, moi, tout ce que je raconte, je l'expérimente au quotidien. Et donc, des fois, tu fais des découvertes, mais ma foi. Et donc, ce qu'on va expérimenter, c'est ce que j'ai vécu en 2 minutes et demie chez mon nettoyeur. Okay? Moi, je vais au même nettoyeur depuis longtemps, puis malheureusement ou heureusement, ils ont pris leur retraite pour eux. Bon. Et donc, j'ai dû aller vers un autre. Et on avait un mariage et ma douce moitié me dit c'est cet habit-là que tu vas prendre. Moi, j'écoute, hein? Donc je le prends, mais il était tout froissé. Fait qu'il faut que j'aille au nettoyeur. Puis quand je vais là, c'est un nouveau nettoyeur, je connecte, puis on me dit tu pourras aller le récupérer samedi. Fait qu'on va se mettre en simulation, puis on va voir qu'est-ce que tu vas faire avec les demandes de connexion, les portes coulissantes, que mon nettoyeur va m'avoir tendues sans s'en rendre compte. Alors j'arrive, on est samedi matin. Je vois qu'il n'y a personne à l'entrée. Moi, j'ai mon petit coupon pour récupérer ton ami. Oui. Bon. Et là, je vois de la vapeur au loin. Je dis « Allô? Y a-t-il quelqu'un? » Et là, il n'y a personne qui répond. Peut-être qu'il y a du bruit. Peut-être que la personne est âgée. J'en ai aucune idée. Je me faufile. C'est un petit peu comme Alibaba. C'était capoté. Et là, j'arrive et je vois qu'il y a une personne d'un certain âge. Je vous dirais mi-60. Des boucles d'oreilles partout, des chaînes, un vrai Québécois. Mais la personne qui me servit, c'était une Égyptienne d'un certain âge. Le match, pour moi, dans mes stéréotypes... Ça marchait pas. Ouais, mais je sais pas, peu importe. Donc, je la regarde, je dis bonjour, votre nom? Il me regarde, il dit Guy, mais d'une manière un peu... OK, je dis bonjour. Il me prend mon papier, d'une manière un peu brusque. Je dis vous êtes le partenaire à la dame que j'ai côtoyée jeudi. Il me dit partenaire d'affaires, pas partenaire amoureux, surtout pas. Je dis, c'était un petit peu... Et là, on s'en va vers l'entrée où ce que je veux payer, chez mon habit. Et je vois qu'il marche un peu bizarrement. Et là, je dis, c'est votre premier nettoyeur. Et là, il me dit, non, il dit, j'ai fait ce métier toute ma vie. J'ai d'ailleurs eu 4 nettoyeurs avant celui-ci. Là, on est copropriétaire. Et il me dit, on est à la minute de jeu, hein, Steven? Il me dit, j'ai dû vendre le dernier, ma femme était malade. Qu'est-ce que tu aurais fait avec ça, Stephen? La majorité des gens n'auraient rien fait avec ça. Mais c'est pas une porte coulissante, ça? Oui. Est-ce qu'il y avait besoin de me dire ça? Non, juste, il y avait besoin de parler. Exactement. Fait qu'est-ce que tu penses que j'ai fait avec ça? Parler. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas poser des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que tu aurais dit avec ça? Moi? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais dit avec ça? Honnêtement, un samedi matin... J'aurais rien dit. OK. Merci de ton honnêteté. Ouais, alors, moi, j'ai répondu parce que j'avais très bien vu que c'était une porte coulissante. J'avais un peu de temps. J'avais un peu... c'est ça. C'est pour ça que je veux expérimenter ça avec toi. Tu vas voir comment c'est délicieux quand on commence à les saisir. Fait que je la regarde. Je dis, comment va votre femme? Et là, il me regarde, un peu étonné, et il me dit, parlez-moi-en pas. Et il dit, même les oncologues ne savent pas pourquoi. Il dit, ça fait 2 ans qu'elle serait supposée d'être morte, elle a du cancer partout, ils ne savent pas pourquoi elle est encore vivante. Et là, moi, j'accueille ça. Je dis, pardon, ça s'est capoté son affaire. Fait que là, je prends un peu de recul sur ce qu'il vient de me dire parce que j'en reviens pas. Et je lui dis, tout bonnement, comment va votre femme maintenant? Non, c'est pas ça, je lui dis, excuse-moi. Je lui dis, comment vous prenez ça, vous, Guy? Non, c'est ça. Je lui dis, comment prenez-vous ça, Guy, vous? Et là, il ravale sa masculinité, il ravale sa salive, et il me regarde, puis il dit, à chaque fois que je pars du nettoyeur, j'ose espérer la retrouver vivante. Moi, j'aime beaucoup forcer un peu la note. Fait que je dis, Guy, avez-vous déjà partagé ça à votre client le plus fidèle? Il me dit, jamais de la vie. Je dis, pourquoi vous pensez que vous me l'avez partagé alors qu'on ne se connaît pas du tout? Et là, il me dit, avec son côté un peu... il me dit... c'était tellement drôle. Il me dit, vous posez des questions qui brassent en tabarnouche. Il dit, êtes-vous psychiatre? Je dis, surtout pas. Il dit, tabarnouche, ça me fait du bien. Puis là, je veux payer. Mais il veut plus que je paye. Wow, OK. Ben, tu comprendras que j'ai payé. Oui. Et après, il m'a dit... Je vois.
Hey, ça me fait vraiment un bien fou. Puis je l'ai revu depuis, puis on se connaît, sans se connaître. Ouais. C'est ça qui est capoté. Oui, Fait que je voulais juste prendre le temps. Ouais. Parce que ça, ce que je viens de partager, c'est qui est Benoît. Tu sais, tu me demandais, là, pour moi, c'est ça. C'est la découverte perpétuelle. Puis souvent, les gens vont dire « Ah ouais, moi, je suis pas curieux ou j'ai pas le temps. » Durée d'interaction 2 minutes 17, mais très significative et très meaningful pour moi et pour la personne. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Pour moi, mais c'est sur juste ça, je te d'être dis, vigie. vigie, c'est ça. Puis c'est documenté. Il y a un papier qui est sorti. Wendy Suzuki, une grande neuroscientifique, qui dit que le facteur prédictif d'une longue vie en bonne santé physique et mentale est la fréquence du développement, de cultiver des relations positives. Et donc, dans n'importe quelle interaction, que tu vois la personne à nouveau ou pas, ça ne change rien. Mais pensez au nombre incalculable de fois qu'on est dans une interaction banale, transactionnelle, et qu'on peut transformer ça le temps d'un court instant. Ça nous fait du bien à nous et à la personne. OK. C'est capoté. Ouais, c'est capoté. Mais, on s'entend, j'ai été honnête avec toi, chaque personne aussi a son caractère. Tu sais, comme tu l'as mentionné tantôt, j'ai 4 enfants d'une façon différente. Chaque 4 caractères, 4 personnalités différentes. Puis quelqu'un qui n'aurait pas peut-être pris attention à cette porte coulissante-là ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne aussi. 100%. C'est ça. C'est juste... rien, c'est la des conscience. fois, c'est la conscience. Des fois, tu sais, la personne peut être dans ses problèmes, dans la lune, ou... Penses-tu que je prends toutes les portes coulissantes? Délibérément, avec certaines personnes, il y a des gens, tu te dis, oh, j'ai vu que c'était une belle porte coulissante, mais je ne la prends pas, ça va me coûter 3 heures. Tu sais, je veux dire, il faut... Ah non, mais quand même, tu as le réflexe de voir c'est une porte coulissante. Il faudrait avoir et après la conscience, et après dire... Même moi, des fois, on l'a pas non plus. Oui, puis c'est pas parce que t'es une mauvaise personne, c'est juste que t'en es pas conscient, puis c'est bien correct. Mais moi, j'aime pas lorsque les gens me disent « Ah ouais, mais Benoît, c'est pas tout le monde qui va connecter avec ça. » Je n'ai jamais eu, dans toutes mes expérimentations, et j'en fais à tous les jours, une personne qui m'a dit « C'est pas tes d'affaires. Jamais. Parce que je dis toujours, la qualité de ta prochaine réponse est déterminée par la réponse. En fait, la qualité de ta prochaine question est déterminée par la réponse qu'on t'offre. Et donc, si tu me tends quelque chose, ça détermine l'intensité de ma prochaine question. Quand tu m'as dit que ta femme était malade, tu m'as invité à aller dans ce degré de question. Exactement. Sinon, j'y aurais pas été. Jamais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, selon ce qu'on te tend, c'est une invitation à aller là. Oui. Tu n'aurais pas su qu'il y a une femme, tu n'aurais rien du tout. Ben, j'aurais été ailleurs avec ce qui m'aurait tendu. Et donc, l'intensité, la profondeur est déterminée par l'échange. C'est une danse, il n'y a rien de programmé d'avance. C'est une découverte. Oui. Ouh, Benoît. Ben, c'est vrai, c'est ça. C'est pas... Puis, tu sais, on dirait qu'on a besoin de sociologues, de psychologues, d'anthropologues, et j'en parle de management pour comprendre ça, parce que toute la science nous amène là. Tu sais, je veux dire, toute la science nous amène qu'on est une bébête sociale, on a besoin du lien avec l'autre, la solidité du lien garde notre cerveau en bonne santé et nous rend heureux. C'est clair, que tu sois introverti ou pas. C'est vrai. C'est juste que l'introverti, il va vouloir être dans un cadre intimiste, à 2 ou 3. Tu sais, le grand party de chambre de commerce à 45, comme tu dois aimer, j'imagine, ils vont moins aimer ça. Fait que tout le monde a envie d'entrer en relation. C'est la manière, l'intensité. Mais personne ne veut être isolé. Non. C'est un mensonge, ça. Personne ne veut être isolé. La solitude, c'est important. Mais, oui. Être bien avec soi-même. C'est important. Ça, la COVID m'a offert ce beau cadeau. Mais être isolé, personne ne veut être isolé. Ouais. Pendant que tu parles que la COVID, on dirait que tu lis dans ma pensée, tu as offert ce beau cadeau. À force de côtoyer, de présenter, de faire des conférences, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis « j'ai besoin d'être seul » ? Ben, écoute... Parce que tu côtoies du monde régulièrement, c'est ton gagne-pain, c'est ta passion. J'imagine que c'est une vision que tu avais depuis très jeune âge, que tu es en train de mettre sur plan. Est-ce que ça t'arrive est-ce que Benoît peut être de mauvaise humeur? On va aller direct. De mauvaise humeur, souvent, est-ce que ça t'arrive de vouloir être isolé? Quand je parle isolé, pas uniquement tes clients, les partenaires, même que ce soit ta conjointe, les enfants. Isolé. Là, tu dis, OK, ça m'est assez. Être dans la solitude plus qu'isolé, donc être seul.
Mais là, tu me poses plusieurs questions en une. Là. Donc, OK. on va Est-ce que ça t'arrive? On va aller une question à la fois. Ouais. Dans tous les clients que tu côtoies, les présentations, les conférences, est-ce qu'il y a des semaines ou même des journées où tu dis, OK, là, tu ne veux plus voir personne, enough is enough? Écoute, non. Moi, ce que j'aime pas, là, je vais te dire, c'est quoi? C'est quand je finis une conférence et que les gens viennent me voir en me regardant comme si j'étais Moïse ou je sais pas qui, là, comme si j'avais la science infuse. Ça, j'ai horreur parce que je n'ai pas de réponse à leurs problématiques, parce que je ne les connais pas. Et tout ce que je voulais faire, c'était vulgariser la science. Donc, je n'aime pas avoir des gens qui pensent que je peux régler leurs problèmes. Ça, j'ai horreur de ça, mais j'aime quand quelqu'un avec délicatesse vient me voir après une conférence et qui me partage un moment vraiment important qu'ils ont vécu, qui est en lien avec ce que je présentais, puis ça me nourrit, puis ils s'ouvrent à moi avec une telle vulnérabilité, c'est magnifique. Mais de penser que moi, j'ai des pistes de solutions pour leurs problèmes là, alors que je viens de tout donner, ou de me déblarer un peu toute leur... de me déposer d'une manière un peu non élégante. Okay. Ça me tire beaucoup de jus. Okay. Quelqu'un avec délicatesse ouvre un peu de la personne dans un bon tempo, sans que ça devienne lourd. J'adore. Mais est-ce que j'ai envie qu'il y ait 40 personnes qui me racontent leur vie une après l'autre après? Bien sûr que non. Qui aimerait ça? Qui aimerait ça? C'est un échange. Un échange, ouais. Donc ça, puis... non, moi, ma douce moitié aimerait qu'on ait un peu plus de moments juste ensemble. Moi, c'est un moulin à vent. J'aime quand il y a du monde chez nous tout le temps. Je voudrais que ma mère, elle habite avec moi. Je voudrais... mais même ma mère ne veut pas habiter avec moi. Là, mais mon point, c'est que j'aime être entouré de gens. Okay. J'ai toujours aimé ça. Donc, c'est un défi pour moi d'être seul. OK. Est-ce que c'est parce que tu as peur de la solitude? Ben, c'est-à-dire que moi, j'aime mieux découvrir les autres que me découvrir. C'est un problème. Okay. C'est un problème parce que c'est être confronté à qui on est dans ses plus grandes noirceurs, ses plus grandes beautés, comme je l'expliquais. Okay. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours vraiment pas tant aimé parler de mes affaires, à moins que ça soit utile. Comme là, j'aime en parler pour que ça soit utile puis de convaincre les gens d'aller à la rencontre de l'autre. Fait que ça, je trouve, le côté utilitaire m'amène à pourquoi pas partager. Mais juste pour ça, mettons qu'on est autour d'un café, ça va être 48 minutes envers toi. Toi, tu vas vouloir me poser des questions parce que je te connais, mais en général, personne ne me pose des questions puis c'est tant mieux. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais moi, en même temps, pendant que je te pose des questions, c'est un travail que je fais pour que tu arrêtes de t'intéresser à moi. Oui, bien là, je comprends le purpose du podcast. mais en même temps, moi, je me dis toujours, si c'est pour être utile, je le partage pour le côté utilitaire. Oui. J'adore ça. OK. Fait que voilà. Puis quand je dis utile, c'est utile à toi, puis utile aussi aux personnes qui écoutent. Ouais. Parce que, tantôt, tu l'as parlé, tu l'as mentionné par rapport aux médias sociaux. Des fois, le monde pense que tout est beau. Ben oui. Puis, je te l'ai mentionné tout le temps, on voit Benoît sur le stage, on voit Benoît derrière l'écran. Si, dépendamment quel cours que tu prends, on dit « Wow, Superman ». Mais derrière ce Superman-là, c'est pour ça que je veux savoir... parce que j'imagine, c'est pour ça aussi, après des conférences, il y a du monde qui vient te voir, il y a une liste d'attente pour te raconter leurs problèmes, pense que tu vas avoir la solution. Ben oui, alors que j'en ai pas pantoute de solution. Tu sais pourquoi? C'est parce que le monde te voit et t'édifie, il dit « OK, lui, elle... » Ouais, l'énergie, la conviction. C'est ça, exactement. Mais tu as raison. Puis ce que j'aime beaucoup de mon travail, c'est justement de dire aller à la rencontre de l'autre. Tu sais, le purpose, là, je trouve qu'il est vraiment intéressant dans mon métier. Moi, je travaille sur l'humain, puis de valoriser l'empathie, la compassion. Ce matin, je parlais de résilience. Il y en a une qui est venue me voir, puis qu'elle était dans un moment d'adversité important, puis elle me dit, ce facteur que tu as mentionné, là, m'aide beaucoup à comprendre où je suis rendu. Fait que j'ai trouvé que ça pouvait être utile, ce que j'ai partagé, tu sais. Okay. Fait que c'est ça. OK. Puis j'imagine ça, des exemples, comme tu dis, comme ça, c'est ça qui t'allume. Oui, ça, puis les gens pensent que je suis hyper confiant. Pas du tout. Je texte toujours ma femme avant une conf et quand je suis hyper stressé, je l'appelle. Okay. Fait que, tu sais, pourquoi? Pour partager ou bien juste changer de sujet pour essayer de... c'est-à-dire que les gens pensent qu'on est confiant, mais on n'est pas tant confiant que ça. On est bien préparé. C'est ce qui nous permet d'avoir de l'assurance. Je suis toujours en train de lire sans arrêt. Je lis, je dois lire au moins, je sais pas moi, un livre par semaine, peut-être même un peu plus. J'arrête pas pour être préparé parce que je veux vulgariser ce qui se fait le plus à jour.
J'ai une responsabilité. Moi, je peux pas arriver puis dire, moi, ça a marché. Non. Qu'est-ce que la science amène? Puis mon rôle, c'est de l'habiller d'une manière élégante avec des histoires qui vont parler. Fait que, tu sais, l'histoire de Guy, il y en a bien qui l'ont entendu dans mes conférences quand je dis qu'on est prêt à aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus vite qu'on le pense. Cette histoire-là parle aux gens. C'est une histoire que j'ai vécue. Mais comment tu appuies ce que tu viens de dire? Là, il faut aller chercher la recherche. Il faut faire la lecture. Oui, il faut faire la lecture. Mais juste à t'écouter parler aussi, les comparaisons que tu donnes, on voit que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de lecture. Sans arrêt. C'est ça. Puis j'imagine aussi, quand tu as des conférences, il faut que tu t'adaptes. Premièrement, tu l'as mentionné tantôt, hier, je pense que c'était avec des programmeurs. J'imagine, là, c'est te renseigner par rapport à... Puis la culture, quand je vais en France, là, moi, la vulnérabilité, c'est un sujet que j'adore. Parce que pour moi, la vulnérabilité entre deux personnes, c'est le meilleur ami de la confiance. OK. Mais excuse-moi, mais ce que je raconte en entreprise sur la vulnérabilité au Québec... Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Pourquoi tu dis la vulnérabilité, c'est le meilleur ami que la confiance? C'est le meilleur ami de la confiance. Oui. Ben, parce que tu as des frères et sœurs. OK. Non, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. Bon, alors si tu as des frères et sœurs, je suis prêt à parier que selon le thème discuté, tu sais jusqu'à où aller avec les uns et les autres. Et tu sais qu'avec un de tes frères ou une de tes sœurs, ce sujet-là à éviter, si la personne va réagir ou pas. Par exemple, quand tu as un succès et tu veux célébrer ce que tu viens de closer, je suis prêt à parier que tu sais exactement avec qui célébrer cet succès et surtout celui avec qui rien dire. Est-ce que je me trompe? Non. Bon, alors ça, c'est des marques de vulnérabilité et ça émane du degré de confiance que tu as envers la personne. Fait qu'en entreprise, c'est pas ça que je parle. En entreprise, je parle plutôt si tu es gestionnaire puis tu as un collègue dans ton équipe qui te demande de l'aide, ça veut dire que la confiance est bien installée. Oui. Parce que sinon, tu ne demanderais pas de l'aide. Okay, si par exemple, je te demande, après ma conférence, du feedback, puis tu m'en donnes, c'est vulnérable d'en demander puis d'en recevoir. Si je te dis, je suis en désaccord avec ce que tu me dis, quand tu es avec un client, il dit « Oh non, ça devrait aller », puis une marque de vulnérabilité, ça pourrait être « Permettez-moi, M. Chalifou, je suis en désaccord et voici pourquoi. » Hey, quelle marque de vulnérabilité! Tu vois ce que je veux dire? Mais où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est que quand je parle de la vulnérabilité au Québec, je peux aller dans une profondeur que je n'irai jamais en France. OK, c'est différent. Parce qu'en France, le contexte travail et personnel... C'est différent. Et là, donc je baisse mon intensité. Fait que chaque groupe est différent et j'adapte. Tu sais, par exemple, la vulnérabilité quand tu es un vendeur, quand tu occupes ce métier versus programmeur, versus chef d'entreprise, je donne des exemples différents. Tu comprends? Mais il en demeure pas moins que c'est bien documenté que le degré de vulnérabilité entre toi et ton partenaire d'affaires, le degré de vulnérabilité entre toi et ton collègue, peu importe, c'est ce qui est le plus grand indicateur de la confiance qui règne de ta perspective. OK. Parce qu'on pense que la vulnérabilité, c'est d'être faible. On ne peut pas en vouloir aux gens. On écoute la radio, une personne dans une situation vulnérable, un contexte économique vulnérable, un système de santé vulnérable. Franchement, ça ne donne pas envie. C'est ce qui tourne autour de nous, cette définition. La vraie vulnérabilité, c'est d'être capable d'être imparfait dans ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas parfait. C'est d'établir des limites, des balises. Parce que être vulnérable, c'est aussi dire les vraies affaires. Si tu me demandes d'aller au podcast puis j'avais pas envie, je te l'aurais dit. Mettre une balise. Tu comprends? D'être capable. Puis de se permettre d'être vulnérable. C'est d'être capable d'exprimer tes fonds de pensée, tes limites et des fois des émotions. Parce que ça va arriver. Je suis sûr que tu as des clients qui se montrent hyper vulnérables avec toi puis qui te partagent leur intimité dans toute leur profondeur. Est-ce que je me trompe? Oui. Ça t'arrive? Oui, ça m'arrive. Puis des fois, tu te dis, merde, pourquoi ils viennent me parler qu'ils viennent d'avoir une aventure avec telle personne puis ils sont tous cholestérol? On se connaît même pas. Ça t'arrive? Oui, ça m'arrive. Ça l'arrive de plus en plus dans le service à la clientèle. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? L'isolement. OK. Donc, c'est plus nécessairement une marque de vulnérabilité, mais c'est une genre de « Hey, j'ai besoin de parler à quelqu'un ». Comme tu disais, c'est plus une porte coulissante. La porte est ouverte. Et puis c'est-à-dire que la personne a tellement envie de partager ça à quelqu'un, mais elle n'a plus personne à qui partager parce qu'elle est isolée. OK. Fait que de plus en plus, on partage des choses très intimes à des gens qu'on connaît peu ou pas.
Je dis pas que c'est ton cas, je dis pas que c'est mon cas. Non, dis je comprends, que mais c'est une réalité. c'est pas vrai que c'est tous les clients qui font ça, mais tu as certainement fait ce Puis, constat-là. puis ça augmente. Même des fois, je rentre chez moi et puis j'ai à ma femme, pourquoi la personne m'a raconté? C'est sûr, écrit dans mon front. Elle a confiance, puis tu l'as surtout acknowledge son bid for connection. Exact, oui. Parce que la personne, ton offre de service, c'est bien, mais tu as offert quelque chose de plus important, une dignité. Ouais. Tu as montré qu'elle existait en l'écoutant. Oh. C'est ça. Avant de parler de ton livre, j'écoute beaucoup, j'aimerais écouter. Tantôt, tu disais que tu voulais, peut-être le fait de tout ton travail, la conférence, parler, écouter les autres, peut-être pour pas travailler sur toi. Est-ce que, j'écoute parler, est-ce que ça serait le contraire? En écoutant, en donnant des exemples, est-ce que c'est de toi que tu parles? En donnant des exemples? Des exemples, des situations. Est-ce que c'est de toi que tu parles? Tu sais, tantôt, tu viens de dire, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de toi, mais est-ce que ça serait le contraire? Je ne sais pas si tu comprends. Je m'exprime bien. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, écoute, parce que j'écoute parler, puis en même temps, est-ce qu'il parle de lui? Mais moi, j'aime pas trop être vulnérable. Okay. C'est quand même contre-intuitif, là. Oui. Puis si je le suis, c'est parce qu'il y avait le côté utilitaire. Tu sais, par exemple, en conférence, souvent, les gens vont m'entendre parler du décès de mon frère dans un accident tragique. Oui, ça, je me rappelle. Ben oui, tout le monde. Je l'utilise pas parce que j'ai envie de l'utiliser puis que j'ai du plaisir à l'utiliser. Je l'utilise parce que je le sais que ça va créer des émotions et on sait que la mémoire d'un concept, lorsqu'elle est associée à une émotion, on va s'en rappeler. Oui. Tu comprends? Il y en a qui appellent ça des marqueurs somatiques. Là. C'est un peu comme le 9/11. Okay, oui. Tu sais exactement où tu étais. Oui. Le décès de Michael Jackson, tu sais. Hein? Parce que tu as vécu l'émotion de la surprise combinée à peut-être la tristesse ou je ne sais trop quoi, tellement fort que ça a laissé des marques. Mémoire. Fait que je le sais que quand j'utilise des histoires poignantes, ben ça va laisser des marques. Fait que c'est pour ça que je le fais, mais dans mon cadre de vie personnelle, je ne suis pas très vulnérable, tu as raison. OK. Good. Ton livre. Oui. Je sais que c'est un livre que tu as écrit en moins d'1 an. Ouais. En pleine COVID. En pleine COVID, oui, je me rappelle. Et puis c'était la nuit. Je pense que tu écris. Non, c'était le matin très tôt. J'ai essayé la nuit, mais ça n'a pas marché. Le matin très tôt. Ouais. Donc, ce livre, est-ce que tu en as écrit un autre depuis? J'essaie d'écrire sur la vulnérabilité en ce moment. OK. T'aimes le mot? J'aime beaucoup le mot. J'aime beaucoup le mot parce que je pense que derrière ce mot se cachent nos expériences les plus significatives de nos vies. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui manquent cette saveur-là. OK. Tu sais, par exemple, pour moi, l'expression ou la démonstration verbale la plus profonde de la vulnérabilité, ça serait de dire « je t'aime » à quelqu'un, par exemple. Évidemment, pas dans un cadre de travail, mais quand tu dis « je t'aime » à quelqu'un, c'est très vulnérable. Tout d'un coup, que l'autre t'aime pas, tu sais. Et ça exprime beaucoup. C'est profond. Donc, je trouve que tout ce qui est vulnérabilité associée aux émotions, peu importe lesquelles, c'est très profond. Et c'est ça qui... c'est ces souvenirs-là qu'on va se rappeler, nos émotions les plus fortes, avec qui on les a vécues, quelles étaient les expériences. Donc, j'aimerais écrire là-dessus. Mais... T'as commencé? Non, pas encore? Pas un peu, mais ça me prend du temps. Okay. Ça m'a pris beaucoup de temps. Tu dis, je l'ai écrit en 1 an. Oui, mais en même temps, ça faisait longtemps que je l'avais dans la tête, qui était écrit dans ma tête. Okay. Donc, c'était le livre que tu parles, c'est sur les habibilité relationnelles. Oui. OK. Puis ça, c'est jusqu'à présent, c'est vendu plusieurs... Oui. Oui, il m'a dit, je pense, 20 ou 25 000 copies. Moi, j'ai appris qu'un best-seller au Québec, c'est comme 1500 copies. Parce que tout le monde veut écrire des livres, mais personne ne veut en lire. Moi, j'étais un peu étonné du nombre, mais je vais te dire, je pense que c'est parce que, on était en pleine COVID, les gens avaient plus de temps pour lire, fait que j'ai été dans le bon timing. Habileté relationnelle, en plus, le sujet. Et mon métier, parce que à chaque fois, les gens en achètent après. Donc, on est rendu à un nombre incroyable. Puis, j'ai trouvé comme un style, c'est-à-dire que j'utilise le storytelling au départ, pas trop long, pas trop court. Parce que quand je lis les livres américains de vulgarisation scientifique, l'histoire est trop longue. C'est comme 15 pages, come on. Fait que moi, j'aime amener une histoire hyper percutante, 2-3 pages. Les gens sont comme « Oh, le sujet va être emballant ». Puis après, je vulgarise la science d'une manière habile, délicate,
pour que ça soit utile. Pour quelqu'un comme moi, c'est parfait, ça. Ben, je pense que pour la plupart. Oui. Mais il y en a qui vont me dire, ah ouais, mais le storytelling, moi, je te le skip, Benoît, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, les vrais rationnels. Okay. Puis c'est correct. Oui. Mais je pense que. Parce que tu captives, comme tu commences à lire, tu es captivé par ça, et puis après, ça te donne encore plus d'intérêt de continuer. Fait que dans le livre que j'ai écrit, tu as raison. Ce qui était dur, c'était pas de trouver la vulgarisation scientifique. Ça, j'étais assez top-notch. Puis c'était trouver la bonne histoire qui allait te cogner comme un 2x4 pour le chapitre, te donner envie de te plonger dedans. Oui. Puis je me suis rendu compte que des fois, c'est les histoires les plus banales que j'ai vécues qui ont été les plus percutantes. Okay. Par exemple, sur le chapitre sur la communication, moi, je pensais pas que ça allait faire, mais la plupart des gens, c'est leur histoire préférée. C'est la dame chinoise dans l'avion alors que je m'en allais vers la Chine dans un vol, puis elle parlait pas un mot français ni anglais. Et on a parlé tout le long, mais sans se parler, tu vois, Et ça a été un moment extraordinaire. Pourquoi tu penses que c'est ce qui a captivé le plus le monde? Parce que la majorité des gens n'auraient pas entamé aucune discussion. Fait que ça les a probablement... Ou je m'étais levé dans la nuit parce que j'étais en train d'écrire sur la maîtrise de soi, l'autorégulation, cette capacité d'accueillir tes émotions et de ne pas réagir à chaud. Parce que c'est rarement le bon moment. Je cherchais une histoire qui allait... Puis j'ai trouvé, en plein milieu de la nuit, l'histoire de Zinedine Zidane en 2006, en pleine finale de Coupe du Monde, qui donne le coup de boule. Je dis, purée, c'est la meilleure histoire pour démontrer un manque de maîtrise de soi. Et je m'en vais sur Google et je me rends compte qu'il y a des étudiants de doctorat en France qui ont fait leur thèse de doctorat en psycho sur le coup de boule de Zidane. Je dis, purée, j'ai mon bon filon d'or. Tu sais, j'ai toujours... J'ai réussi à trouver des histoires qui allaient parler aux gens et ça leur donnait envie de lire le chapitre puis de continuer la lecture. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entamé la lecture qui, comme pour la plupart, ont terminé la lecture. Parce que c'est pas vrai qu'on termine chacun des livres qu'on lit. En général, j'avais lu un papier qui disait qu'on finissait un tiers des livres qu'on commençait. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup du tout. As-tu fini, mon livre? Moi, j'ai fini. OK. Non, mais ça fait longtemps. non, je sais. Puis même, justement, j'allais venir par rapport à ça. Un truc que j'ai trouvé, je me rappelle plus qui me disait ça. C'est pas tous les livres. Certains livres, c'est lire par chapitre. Ouais. Parce que des fois, tu te donnes un objectif. OK, exemple, dans 2 semaines, je dois finir le livre. Ouais. Moi, comme ça marche pas. J'aime ça par chapitre, c'est vrai. Par chapitre. Parce que des fois, il y a des chapitres qui t'interpellent plus que d'autres. Ouais. Dans le moment où ce que tu vis en ce moment. Tu regardes la table des matières, tu as le chapitre. Ah, OK, laisse-moi lire ce chapitre-là. Peut-être dans 2 jours, ça va être un autre. Et puis après 2 semaines, tu dis, j'ai tout lu. Ouais. Au lieu de lire, parce que moi, je ne lis pas des romans, je ne lis pas des... Ouais, je suis un peu comme toi. Alors qu'on devrait davantage, toi et moi, lire des romans, parce que les romans, c'est bien documenté que ça développe énormément notre empathie. Ah ouais? Parce que, dans le fond, tu te mets dans le monde de quelqu'un d'autre. Et tu es en mode découverte quand tu lis un roman. Ouais. J'ai lu beaucoup de papiers qui disaient ça, en tout cas, des papiers scientifiques là, qui disaient que la lecture de romans te permet de développer ton empathie. C'est une manière comme une autre. Il ne faudrait pas que ma femme écoute ça. Parce qu'elle me dit toujours je dois lire autre chose que toujours les mêmes. Elle a raison. Elle a raison, je comprends. Mais ce qui est intéressant avec le bouquin que j'ai écrit, c'est que tu peux commencer n'importe quel chapitre, puis il n'y a pas vraiment d'ordre, en fait. Les gens parlent plutôt d'un guide ou de... Mais en tout cas... c'est bien, c'est un guide. Oui, c'est ça, les gens me parlent comme ça. En tout cas, j'ai été surpris. OK, good. Bon, Benoît, encore une fois, je tiens à te remercier. Puis, pour nos auditeurs, si vous voulez suivre Benoît, vous savez où le trouver. Regarde, je vais avoir la description en bas, que ce soit sur LinkedIn. Pas trop, il a dit pas TikTok. Non, parce que ça... J'en ai pas, mais Instagram. LinkedIn, Instagram, mais sur LinkedIn, il est présent à 150%. Je ne sais pas si c'est lui, c'est une compagnie ou sa femme ou ses... Non, c'est moi. C'est vous, c'est toi? Ah, tu sais, la clé, on va donner la clé, OK? Tu me verras jamais sur un stage dire « J'étais à telle compagnie ». J'ai horreur de ça. Okay. Qu'est-ce que je fais? Je vulgarise la science. J'utilise une histoire et je vulgarise un parcelle de science. As-tu remarqué ça? Oui, je ne parle jamais de où j'étais. J'en ai rien à secouer. Pourquoi ça... Je veux dire, c'est sans intérêt. Alors, je me suis dit, utilisons les réseaux sociaux pour être utiles puis amener des choses intéressantes pour les gens.
Fait que chaque publication, je vulgarise la science et c'est par moi-même que je le fais en passant. Good. Donc, vous avez tout entendu. Donc, encore une fois, merci de votre écoute. Merci de nous écouter. Pour des détails, vous allez voir toute la description en bas. Donc, Benoît, merci encore une fois pour venir à Personne n'en parle. Merci beaucoup. Good. I had an elevator. I'm way up, way too fly. Yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got a soul view to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation. Now I got rollies all in rotation. Hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Water all blood like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball out in Vegas.